De nouvelles techniques, une grande organisation du travail, l'artisan gallo-romain a donc tout en main pour produire des quantités de plus en plus importantes. Et pour certaines productions, les archéologues ne parlent même plus d'artisanat, mais de quasi-industrialisation. Pour en savoir plus, je vais maintenant à Millau. Au pied des grands causes de l'Aveyron, voici Millau, appelé Condatomagos à l'Antiquité. C'était alors un grand carrefour commercial. C'est ici que les archéologues ont découvert l'un des plus grands centres de production des céramiques, que l'on appelle sigillés. Je commence par en découvrir les vestiges, fouillés tout au long du XXe siècle. C'est ici que se trouvaient les ateliers de poterie. Ici et sans doute bien ailleurs, parce que vous n'avez qu'une petite partie du site présumé qui devait s'étendre sur 15 ou 20 hectares, en tout cas dans la plaine de la Grove-Zanque. Pourquoi est-ce que c'est ce site de Millau précisément qui a été choisi et pas un autre? Tout d'abord, on bénéficie ici de conditions naturelles exceptionnelles, parce que pour produire de la céramique en très très grande quantité, il faut énormément de bois, d'eau, mais surtout des argiles exceptionnelles, telles des argiles calcaires qui affleurent tout autour de Millau et dans lesquelles les ateliers se sont servis pendant près de 2 siècles. Sur le site, les archéologues ont notamment identifié des bassins où était stockée l'argile, des fours et des canaux où circulait l'eau. Tout était au service de cette production. Combien de milliers, de centaines de milliers de pièces sortaient de ces ateliers? Alors, on connaît plus de 600 ateliers et on pense qu'on est arrivé à peu près au terme de la recherche. Estimer le volume, la quantité de vases produits, c'est difficile. On parle de millions de vases, ce n'est pas impossible. Des millions? Ce n'est pas impossible. Est-ce qu'on peut dire que la vaisselle sigillée est d'une des premières productions de masse de notre histoire? On peut même presque l'affirmer, oui, en tout cas pour l'Antiquité. C'est l'un des premiers produits de consommation de masse qui nous soit arrivé par le biais de la conquête romaine. Comment les archéologues savent-ils qu'il y avait tant d'ateliers? Pour le comprendre, il faut aller dans un endroit étonnant. On est où ici, Martine? Nous sommes dans les réserves du musée. Là, je vois des dizaines de noms romains, Fédotus, Genialis, Germanus, sont des noms de potiers Ce sont probablement à l'origine des noms de potiers, mais la longévité de certains noms laisse penser qu'il s'agit plus d'entreprises que d'individus. Et si les archéologues ont pu identifier ces 600 noms, c'est grâce à un petit détail imprimé sur les vases. Ces tiroirs contiennent des fragments de vases sur lesquels on peut déchiffrer des signatures. Par exemple, celle d'Hilarus, le nom peut être abrégé en 2 ou 3 lettres seulement. Les façons de signer étaient très diverses au sein d'un seul et même atelier. Est-ce que c'est un petit peu comme aujourd'hui quand on met une marque sur un produit qu'on fabrique? C'est un petit peu comme aujourd'hui, à ceci près qu'aujourd'hui, les céramiques sont marquées à l'extérieur du fond. Là, les estampilles sont imprimées à l'intérieur du fond de façon à ce qu'on puisse les voir. Une forme de publicité. Est-ce qu'il y avait aussi certaines réputations? On savait que, par exemple, les poteries d'Hilarus étaient meilleures que celles de Caius Iulius? Eh bien, non, parce qu'ici, en fait, il n'existe absolument aucune concurrence entre toutes ces firmes. Donc, aucune ne cherchait à faire mieux que l'autre. Tout était relayé par les mêmes réseaux commerciaux. Pas de concurrence entre les ateliers? Aucune. Les archéologues en ont la preuve, car ils se sont rendus compte que tous ces ateliers produisaient les mêmes pièces. Elles étaient distribuées aux mêmes endroits, par le même réseau, certainement au même tarif. Leur décor aussi était similaire et directement inspiré de Rome. Regardez, sur ce grand vase-là, vous avez même 6 ou 7 des 12 travaux d'Hercule. Vous voyez l'inscription Acta Herculentis. Les travaux d'Hercule. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres exemples de motifs? Bien sûr. Alors là, vous avez
un combat de gladiateurs. On les voit avec leur cuirasse en train de se battre. Exactement. Les jeux du cirque étaient très importants à Rome. C'était vraiment l'équivalent du football actuel. C'est-à-dire que ça enflammait les foules et les gens adoraient aller voir ces combats de gladiateurs. On pourrait dire aujourd'hui que ce sont les images d'Épinal de la culture romaine, quasiment des clichés. C'est quelque chose qu'on retrouve partout et qui sert à la fois à véhiculer un mode de vie, un mode d'alimentation et aussi des centres d'intérêt. Une culture. Voilà. Les céramiques de Millau inondent l'Empire. Les archéologues en ont trouvé de l'Écosse au sud du Maroc, des rives de la mer Noire au Soudan. Il y en a partout où les Romains ont posé le pied, et même à Pondichéry, en Inde. Destinées au commerce longue distance, elles sont une sorte d'instrument d'unification politique. Le commerce est une stratégie de conquête pour les Romains. Et d'ailleurs, ils vont en user en Gaule romaine. Au fil du temps, les modes évoluent, les objets changent, les objets évoluent aussi. Et donc, on va produire en permanence et encourager cette production et cette consommation. Toute l'économie romaine est basée, d'une part, sur un commerce à très grande échelle et à très grande distance, et sur une production de masse qui vient s'inscrire dans ce réseau commercial. On vient de le voir, les artisans gallo-romains participaient activement à l'économie très organisée de l'Empire romain. Ils fabriquaient en grande quantité des objets qu'il était bien vu de posséder, un monde pas si éloigné de notre société de consommation.